Merci d'être avec nous sur Radio J ce matin et c'est bien sûr l'un des événements de ce week-end, si ce n'est l'événement principal, la nomination du nouveau gouvernement incarné et représenté et dirigé par Elisabeth Borne. Et c'est justement aujourd'hui, on le disait, que va se dérouler le premier conseil des ministres de ce nouveau gouvernement. La nouvelle équipe a été dévoilée vendredi en fin d'après-midi et peut-être que certains d'entre vous, vous avez profité de votre week-end, que vous n'avez pas bien suivi toutes ces informations depuis vendredi soir, et nous allons donc revenir ce matin sur les principales nominations de ce gouvernement paritaire. 14 hommes, 14 femmes. Alors, qui garde son poste, qui reste, mais change de ministère? Quelle surprise, quelle nouvelle tête? Nous allons faire le point donc avec vous, Eva Soto, ce matin. Et d'abord, Eva, souligner que ce gouvernement est finalement, c'est la première conclusion que l'on peut en tirer dans la continuité du précédent. En effet, le 7 mai dernier, lors de la cérémonie d'investiture à l'Élysée, Emmanuel Macron a déclaré: le peuple français n'a pas prolongé le mandat qui s'achève, commencé le 14 mai 2017. Ce nouveau peuple, différent d'il y a 5 ans, a conféré à un nouveau président un mandat nouveau. Oui, mais voilà, force est de constater qu'après avoir nommé une fidèle à Matignon, Elisabeth Borne, le nouveau gouvernement maintient au poste régalien des ministres du précédent quinquennat. Gérald Darmanin reste à l'intérieur, Éric Dupond-Moretti à la justice, Bruno Le Maire à l'économie et aux finances, Clément Beaune aux affaires européennes. Clément Beaune qui était d'ailleurs l'invité hier de Frédéric Aziza sur notre antenne. Certains fidèles d'Emmanuel Macron prennent du galon dans ce nouveau gouvernement. Ils passent de ministères un peu exposés à des portefeuilles aux attributions plus larges. C'est le cas d'Amélie de Montchalin, chargée des affaires européennes puis de la fonction publique depuis 3 ans. Elle devient ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Et promotion aussi pour Agnès Pannier-Runacher, d'abord secrétaire d'État à l'économie et aux finances de 2018 à 2020, puis de l'industrie depuis 2 ans. Elle sera finalement chargée de la transition énergétique. Gabriel Attal, lui, va s'occuper des comptes publics. Une montée en grade à 33 ans pour celui qui a été jusque-là porte-parole du gouvernement. Et les comptes publics, en plus, portent chance, car par le passé, Valéry Giscard d'Estaing, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac, Alain Juppé, Laurent Fabius ou encore Bernard Cazeneuve ont occupé cette fonction. Et oui, peut-être de bon augure pour lui. Du coup, par effet de chaise musicale, le poste de porte-parole est désormais occupé par Olivia Grégoire, jusque-là secrétaire d'État chargé de l'économie sociale, solidaire et responsable. Autre promotion pour Sébastien Lecornu, pas très connu non plus du grand public, qui était chargé des Outre-mer, et il prend le portefeuille des armées. Il est d'ailleurs le plus jeune ministre des armées depuis la Révolution française. Brigitte Bourguignon, chargée de l'autonomie, s'installe à la santé, et Olivier Dussopt passe des comptes publics au travail. Marc Fesneau du MoDem quitte les relations avec le Parlement pour le plus exposé ministère de l'Agriculture. Oui, des ministres dont on connaît pour certains même pas le nom, et qui effectivement, on va apprendre à les connaître davantage puisqu'ils sont à des postes importants, surtout vu les réformes qui s'engagent et la situation dans certains domaines. Ce gouvernement fait donc la part belle, Eva, au maintien ou aux promotions des fidèles d'Emmanuel Macron, mais aussi en ce qui concerne les nouveaux visages. Stanislas Guerini, un marcheur de la première heure, délégué général de La République En Marche, fait également son entrée dans le gouvernement, à la transformation et à la fonction publique, tout comme Yaël Braun-Pivet, la présidente de la commission des lois, s'installe à l'Outre-mer. Rima Abdul-Malak, conseillère culture d'Emmanuel Macron depuis 3 ans et qui a lancé et promu le Pass Culture, prend ses quartiers au ministère de la culture, justement. Oui, tous les ministres ne sont pas issus de la Macronie, certains viennent de la gauche, d'autres de la droite. C'est le cas de la nouvelle ministre des Affaires étrangères et de l'Europe, Catherine Colonna, ex-ambassadrice à Londres et à Rome. Elle a été porte-parole de la présidence de la République sous Jacques Chirac de 1995 à 2004 et ministre déléguée aux Affaires européennes dans le gouvernement de Dominique de Villepin. Là aussi, ça remonte un peu, puisque c'était de 2005 à 2007. Mais la plus belle prise à droite est celle de Damien Abad, l'ex-chef des députés Les Républicains, est nommé ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes Handicapées. Il reste à savoir bien sûr pour combien de temps, compte tenu de ces affaires, de ces soupçons de viol après des témoignages recueillis par Mediapart. C'est sans doute la plus grosse surprise de ce nouveau gouvernement, et il faut le dire la plus commentée depuis vendredi soir, la nomination de Pape Ndiaye à l'Éducation nationale et à la jeunesse. Venu de la gauche, l'historien succède à Jean-Michel Blanquer. Écoutez justement le nouveau ministre, c'était lors de la passation vendredi soir. J'ai une pensée pour un collègue historien, Samuel Paty,
dont l'exemple et dont la mémoire sont gravés dans nos esprits et dans nos cœurs. Mes premières pensées vont vers le monde des enseignants, qui est le mien depuis toujours. À ma mère d'abord, qui fut professeure de sciences naturelles au collège, dans un collège des Hauts-de-Seine, à Bourg-la-Reine, à toutes les enseignantes et à tous les enseignants qui m'ont éduqué depuis l'école maternelle et à qui je dois tant. Je suis un pur produit de la méritocratie républicaine dont l'école est le pilier. Pape Ndiaye, c'est donc le ministre dont la nomination est la plus commentée depuis vendredi soir et le plus attaqué depuis justement vendredi par l'extrême droite. Le spécialiste de l'histoire sociale des États-Unis, directeur du musée de l'histoire de l'immigration et professeur à Sciences Po, est la cible d'attaque de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour. Pour Marine Le Pen, son arrivée au ministère de l'Éducation est, je cite, la dernière pierre de la déconstruction de notre pays, de ses valeurs et de son avenir. Marine Le Pen ajoute que Pape Ndiaye défend l'indigénisme, le racialisme à la tête de l'éducation nationale. Ça fait beaucoup. Alors évidemment, il y a, surtout qu'il n'a pas commencé encore à travailler. Il y a donc les gagnants, si l'on peut dire, et puis il y a forcément aussi dans ces cas-là toujours les perdants. Certains visages familiers de ces 5 dernières années qui quittent le gouvernement ou sont placés à des postes moins importants. Eva. Jean-Yves Le Drian, le doyen de la précédente équipe, cède sa place aux affaires étrangères, poste occupé depuis 5 ans après 5 années passées à la défense durant la présidence de François Hollande. Exit aussi Jean-Michel Blanquer, qui ne fait pas partie de la nouvelle équipe et qui a pourtant été un poids lourd du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, certains le voyant même futur Premier ministre. En tout, 22 ministres et secrétaires d'État ne sont pas reconduits. Quant à Olivier Véran, ministre de la Santé, qui a eu à gérer la pandémie de Covid-19, il est chargé des relations avec le Parlement et donc rétrogradé à un poste moins exposé. Ce gouvernement aura bien sûr à gérer beaucoup de dossiers brûlants rapidement, la réforme des retraites, l'écologie, l'inflation, la guerre en Ukraine. Mais il faut rappeler qu'il n'est là dans un premier temps que pour quelques semaines seulement, puisque tout dépendra des législatives des 12 et 19 juin. Et la consigne a d'ailleurs été donc rappelée ce week-end. Tout ministre candidat battu devra partir. Même Elisabeth Borne qui se présente dans le Calvados si elle perd. Et il faudra suivre également le futur ministériel de 2 ministres fraîchement nommés. Damien Abad, qui est accusé de viol par 2 femmes selon Mediapart. Les faits qui remontent à 2010 et 2011 et que le nouveau ministre conteste. La première ministre, donc, je viens d'en parler, Elisabeth Borne, dit ne pas être au courant de ces allégations. Christophe Béchu, chargé des collectivités territoriales, a vu ressurgir ce week-end sur les réseaux sociaux des prises de position passées, son refus de marier des couples homosexuels après l'adoption de la loi Taubira, ou de voir afficher une campagne contre le sida avec 2 hommes à l'époque où il était maire d'Angers. Il y a de cela effectivement quelques années. Merci beaucoup Eva pour ce dossier complet et bien sûr nous allons suivre les premiers pas de ce nouveau gouvernement, du gouvernement d'Elisabeth Borne dans tous nos rendez-vous politiques sur Radio.